Bonjour à tous et à toutes. Merci Monsieur le Président. Merci à l'ensemble du comité d'organisation de m'avoir convié à cette session de rythmologie où il m'a été confié de traiter la prise en charge des syndromes de QT lent. Ces QT lents qui opposent deux entités, les QT lents acquis, réversibles après la disparition d'une cause secondaire, et encore là, il peut y avoir une prédisposition génétique, et les QT lents congénitaux qui vont faire l'objet de cette présentation, parce que malheureusement, en 15 minutes, on ne peut pas tout traiter. Le QT lent congénital représente la canalopathie la plus fréquente qui est caractérisée par un allongement de l'intervalle QT sur un ECG 12 dérivations dont la prévalence est de l'ordre de 1 pour 2500 à 1 pour 5000 naissances. Elle expose son porteur au risque de mort subite et de syncope par la survenue d'un trouble de rythme spécifique qui est la torsade de pointe ou la fibrillation ventriculaire. Le risque de mort subite, il est multiplié par 10 pour chaque survenue d'un événement clinique, faisant passer la mortalité de 0,5% à 5% chez cette catégorie de population. Classiquement, de transmission autosomique dominante, aujourd'hui on a décrit pratiquement 17 gènes, mais la prédominance est plutôt concernée par 3 mutations principales, le KCNQ1 pour le LQT1, le KCNH2 pour le LQT2 et le SCN5A pour le LQT3. Qui ont donc la majorité de l'ordre de 85%, où le QT3 est le phénomène le plus rare, mais le plus mortel malheureusement. Ces canalopathies, suite à la mutation génétique qui concerne principalement les canaux ioniques, des canaux ioniques entrants et sortants, dépolarisants et repolarisants sont le IK1, le IKS et le IKR pour le LQT1 et le LQT2 respectivement, avec perte de fonction, et le INA pour le LQT3 où il y a un gain de fonction. Tout ça va entraîner quoi? Va entraîner un retard de dépolarisation de la pente donc du potentiel d'action du myocyte ventriculaire, aboutissant à un allongement de l'intervalle QT qui est très torsadogène. Ces arythmies surviennent principalement à cause de déclencheurs spécifiques qu'il faut absolument connaître parce que ça fait partie, leur maîtrise fait partie de la prise en charge thérapeutique de ces patients. Dans le LQT1, le déclencheur principal, c'est l'effort physique, où la natation est en tête de ligne. Dans le LQT2, c'est plutôt l'émotion et les bruits forts. Et dans le LQT3, malheureusement, c'est le sommeil. Et d'ailleurs, vu que l'âge de survenue de ces maladies, c'est pratiquement la petite enfance, jusqu'à 14 ans, les enfants font des crises qui sont spontanément résolutives et qui sont prises à tort pour des syncopes, plutôt des épilepsies, ce qui va entraîner un véritable retard diagnostique. Le CG, quant à lui, c'est un pilier dans notre prise en charge thérapeutique. Pourquoi? Parce que non seulement il va nous permettre de poser le diagnostic d'un QT lent, mais aussi, si on analyse avec précision et de façon assez méticuleuse l'aspect de l'onde de T, il va me permettre de répertorier la nature de la mutation de façon la plus, on va dire, proche possible génétiquement. Et donc, dans un LQT1, la base de l'onde de T, elle est large. Au moment où l'onde de T, elle est plutôt double bossée ou représente une double bosse dans le LQT2. Et dans le LQT3, cette onde de T, elle est vraiment très éloignée du QRS avec un ST qui est assez plat et elle est pointue. Pourquoi c'est important? On va voir plus tard, la prise en charge médicamenteuse dépend de la nature de la mutation. Mais chez tout le monde, une fois que je pose le diagnostic ou la suspicion d'un LQT lent, il va falloir aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout chez le patient témoin lui-même en réalisant les tests génétiques qu'il faut et aussi en
faisons un dépistage familial chez les apparentés de premier degré. Certes, nos patients marocains sont difficiles à convaincre, mais il faut vraiment s'acharner parce que malheureusement, c'est une entité qui est mortelle. Une petite batterie d'examens allant du plus simple qu'est le CG jusqu'à l'épreuve d'effort en passant par le Holter ECG va devoir être mise en route en excluant de façon formelle l'exploration électrophysiologique et les tests pharmacologiques à l'épinéphrine puisque leur rentabilité n'a pas fait ses preuves. Je pose mon diagnostic, d'accord ? Je démarre ma prise en charge qui doit absolument commencer par un mode de vie assez strict chez cette population et des mesures générales qui doivent être instaurées chez tout le monde. Donc il va falloir vraiment bien les sensibiliser, ces patients. Les sensibiliser à quoi? Initialement, à ne pas prendre les médicaments allongeant l'intervalle QT, à éviter toute source de déshydratation ou alors la traiter au mieux qu'on peut à chaque fois qu'il y a un événement déclencheur, tels les petites gastroentérites, les insolations pendant l'été, ou alors éviter les déclencheurs spécifiques, c'est-à-dire toute alarme, elle doit être proscrite, les sonneries fortes doivent être proscrites chez les patients LQT2, et d'ailleurs c'est des patients qui seront éventuellement autorisés à venir en retard au travail, et éviter les sports qui peuvent être accompagnés d'une grande émotion telle la natation, les sports aquatiques, etc. Maintenant, on arrive au traitement médicamenteux. Ce traitement médicamenteux qui est basé principalement par les bêta-bloquants, qui représente d'ailleurs le véritable socle de la prise en charge de ces malades, puisque la mortalité et la survenue d'événements cardiovasculaires avant la mise en route des bêta-bloquants et après, sur les études observationnelles, prouvent un véritable changement puisqu'elles baissent pratiquement de plus de 50%. Certes, c'est des médicaments qui ne raccourcissent pas le QT, mais ils agissent sur la charge adrénergique, donc réduisant le déclenchement d'arythmie. Quel serait le bêta-bloquant? Pas tous sont les meilleurs, mais c'est plutôt les non-cardio-sélectifs. Et encore là, le nadolol et le propranolol sont les meilleurs à mettre en place chez nos patients qui ont un QT allongé. Donc, pour les recommandations, il est clair que tous les patients porteurs d'un QT allongé documenté ont une recommandation classe 1B de mise en route de traitement bêta-bloqueur. Ça peut aussi être suggéré chez des patients qui sont génotypés positifs mais phénotypés négatifs. Par contre, dans le LQT3, la molécule qui a fait le plus ses preuves, c'est la mexilétine et non les bêta-bloquants. Cette mexilétine qui représente une molécule qui bloque les canaux ioniques sodiques entraîne une baisse de la durée du QT qui peut même dépasser 100 millisecondes. Mais son intérêt réside principalement lorsque cette baisse passe au-dessous de 500 millisecondes qui est le cut-off de haut risque chez ces malades. C'est la mexilétine aussi, dans cette cohorte, a permis d'observer une réduction significative de la charge rythmique, du nombre moyen d'événements arythmiques par patient et aussi une réduction d'événements arythmiques de pratiquement 93%. On vient au DAI. Le DAI, en tant que rythmologue, on aime bien sauver le patient, prévenir la mort subite, mais chez le patient porteur de LQT, c'est plutôt la prévention secondaire qui doit plus nous percuter. Vaut mieux éviter au maximum de mettre en place des défibrillateurs en prévention primaire, sauf chez une petite catégorie de patients lorsque le score de risque est assez haut, lorsqu'il s'agit de femmes porteuses de LQT2 avec des segments allongés dépassant 500 millisecondes. Quand
la thérapeutique bêta-bloqueur ou blocage canaux ioniques ne marche pas, on a toujours une possibilité de mettre en route la sympathectomie haute thoracique gauche, qui représente une dénervation sympathique et un retrait de la partie basse du ganglion stellaire et des 4 ganglions thoraciques par chirurgie endoscopique. Cette technique doit être la plus complète et la plus large possible et aussi mise entre les mains de personnes expérimentées. Elle est indiquée en classe 1 en cas de récidive fréquente d'arythmie sous bêta-bloquant et chez les patients implantés de DAI ou contre-indiqués ou le refusant de DAI, et comme elle peut aussi être proposée en cas de contre-indication ou de mauvaise tolérance au traitement bêta-bloqueur. Qu'en est-il de l'activité physique? L'activité sportive, nous, cardiologues, forcément, on encourage tout le monde à le faire. Mais chez ces patients, il y a quand même des précautions importantes à prendre parce que cette activité physique, au lieu de prévenir la maladie cardiovasculaire et ses complications, elle risque d'exposer mon patient à des accidents de syncope ou de mort subite. Ça se départage en 2 entités, les sports scolaires et les sports de loisirs. Les sports de loisirs, que ce soit la natation, le diving dans l'air ou en profondeur, et les sports scolaires sont strictement interdits. Par contre, l'activité physique de loisirs, lorsqu'elle est réglementée, lorsqu'elle concerne donc des sports doux où il y a moins de décharge adrénergique, elle peut être autorisée. Toutefois, la natation reste quand même très délicatement acceptée, à moins que le patient soit vraiment très bien bêta-bloqué. Qu'est-ce que ça veut dire très bien bêta-bloqué? Ça veut dire que j'ai une fréquence de repos autour de 60 battements par minute et que lorsque je fais mon épreuve d'effort à mon patient, il ne s'accélère pas au-delà de 150 battements par minute pour un adulte pour un effort maximal ou de plus de 70% pour un enfant de sa FMT. L'activité physique de compétition, par contre, chez les Européens, elle reste complètement interdite. Sauf pour le golf, le tir aussi et le billard, la compétition elle est complètement contre-indiquée. Les Américains, quant à eux, ils sont moins restrictifs. D'ailleurs, les sportifs asymptomatiques qui sont génotype plus phénotype neg sont autorisés à faire de l'activité sportive de compétition moyennant des précautions très importantes, à savoir l'éviction de la déshydratation, la bonne hydratation, ne pas faire de sport pendant des épisodes de fièvre, être bien formé, l'entourage du sportif doit être bien formé à utiliser un défibrillateur en cas de survenue d'accident. Qu'en est-il du soutien psychologique? Eh bien, l'aspect psychologique, social et médico-légal doit absolument être reconnu et pris en compte chez ces patients parce qu'ils peuvent ressentir l'isolement, principalement chez des enfants chez qui on va devoir faire pas mal de restrictions. Lorsqu'on prive un enfant d'aller faire de l'activité physique en milieu scolaire, c'est forcément c'est un enfant qui nécessite de l'accompagnement psychologique. Donc avant de finir, un petit mot chez la femme quant au sujet épineux de la conception et de la contraception. Sachez que la contraception n'est pas contre-indiquée, la grossesse non plus, puisque ce qui est le plus à risque, c'est le postpartum et les femmes sont bien contrôlées à partir du moment où elles restent sous traitement bêta-bloquant pendant toute cette période et aussi lorsque la grossesse et le suivi se fait en maternité niveau 3. Certes, la femme doit être au courant que son bébé, il risque d'avoir la transmission de la maladie une fois sur 2 et d'ailleurs, il va falloir le prendre en charge immédiatement à la naissance. Donc, pour finir,
Analyse de l'ECG importante, principalement l'on-2T, parce que ça nous permet d'orienter notre diagnostic et donc notre thérapeutique. Une enquête familiale avec des tests génétiques s'impose. Les mesures générales pour tout le monde sans exception. Éviter la déshydratation, la fièvre, les hypokaliémies qui sont très dorsodogènes. Les bêta-bloquants représentent le socle du traitement chez cette population. DAI, y penser principalement en prévention secondaire lorsque le patient y fait un événement de mort subite ou de syncope. Si jamais tout ça ne marche pas, on peut ajouter en renfort la sympathectomie thoracique gauche et l'activité physique, oui, mais pas pour tout le monde. Et surtout, va falloir bien la réglementer en soutenant psychologiquement ces patients. Je vous remercie.